Consulex Liège présente hashtag 30 minutes avec. Un mercredi sur deux à 18h. Retrouvez hashtag 30 minutes avec de Consulex Liège. Des interviews de personnalités issues de la communauté étudiante liégeoise. Retrouvez-nous un mercredi sur deux à 18h. Ce podcast est soutenu par l'Université de Liège et Wallonie Entreprendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 30 minutes avec, un podcast de Consulex, une association d'aide juridique par les étudiants pour les étudiants. Dans ce podcast, je serai accompagnée de Nathan Vocard. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Geoffrey Grandjean, dont le parcours illustre parfaitement le lien entre l'enseignement, la recherche et l'engagement social. Professeur ordinaire à l'Université de Liège, chercheur associé à l'école de droit de Sciences Po Paris, administrateur délégué des presses universitaires de Liège, vice-doyen à l'enseignement, ancien président de l'association belge de sciences politiques, la liste est longue et chaque rôle reflète un engagement profond pour la science politique et son impact dans la société. Mais au-delà des titres et des fonctions, c'est avant tout un passionné. Passionné par la compréhension des institutions politiques, par la transmission du savoir et aussi, ce que l'on sait peut-être moins, par les vieux livres et la reliure. Bienvenue dans 30 minutes avec, professeur. Bonjour Bérivan, bonjour Jonathan, vous allez bien ? Très bien, merci. Pareil, il fait beau en cette belle journée. Alors, pourriez-vous, pour commencer, présenter, même si je sais que ça va être difficile, brièvement votre parcours à nos auditeurs ? Alors, on va commencer par le commencement. Donc, je vais pas commencer par ma date de naissance, sinon je risque de vous raconter une histoire qui va durer trop longtemps. Mais moi, je viens historiquement de Vielsam, en province de Luxembourg. Je le mentionne toujours parce que j'adore ma terre natale, mais parce que j'avais aussi besoin de quitter le monde rural pour venir habiter dans une grande ville. Ça, c'est important. Et quand j'ai quitté l'enseignement secondaire, je voulais venir dans une grande ville comme Liège, en pensant que j'allais pouvoir passer inaperçu parce que l'oppression du monde rural me fatiguait un peu, sauf que j'ai appris que Liège était un grand village en fait. Et donc quand j'ai quitté les secondaires, j'hésitais fortement entre l'histoire et le droit à la science politique. Et puis, comme j'aime bien le répéter, j'ai assisté à un cours d'histoire politique belge de mon prédécesseur Jean Beaufailly. Et c'est là où j'ai décidé de m'inscrire en sciences politiques. Et puis j'ai eu un parcours classique à Liège et puis au Collège d'Europe. Et puis je suis revenu faire ma thèse à Liège comme aspirant du Fonds national de la recherche scientifique, avant d'être très rapidement en fait désigné comme professeur. Et donc voilà, j'ai un parcours assez linéaire, classique, en étant très liégeois. Mais ça ne m'empêche pas de m'amuser beaucoup dans mon institution. Votre parcours est impressionnant et touche à plusieurs domaines, que ce soit juridique, politique, scientifique. Qu'est-ce qui vous a conduit vers la science politique et l'enseignement ? Alors, l'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'attire beaucoup. Quand j'ai quitté les secondaires, je voulais être enseignant. Alors, j'ai raté ma carrière, comme je dis toujours pour rire. Moi, je voulais être enseignant dans le secondaire. Et puis, j'ai fait ma thèse, mais je n'ai jamais fait l'agrégation. Et donc, quand j'ai eu fini ma thèse, j'ai commencé à postuler dans des établissements secondaires. Je m'en souviens toujours, j'ai envoyé 44 candidatures et j'ai reçu 44 réponses négatives, me disant que je n'avais pas les titres requis. Et donc, j'ai commencé à donner cours à l'université. Et d'ailleurs, je formais même les agrégés, ce qui était le grand paradoxe de ce système. Je ne pouvais pas enseigner dans l'enseignement secondaire, mais je formais ceux qui y donnaient cours. Et donc, je me suis destiné là où je pouvais aller avec mon diplôme, c'est-à-dire à l'université. Et donc, j'ai toujours eu cette fibre d'enseignement, cet attachement à l'enseignement, parce que pour moi, c'est majeur. Si on pense aux personnes qui nous ont le plus influencés dans notre vie, on a tous l'image d'un professeur du secondaire. Tous. C'est exact. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un métier fabuleux. Et puis voilà, je me suis dirigé vers la science politique et à Liège, il y avait cette spécificité de la science politique avec le droit, parce que, à mon sens, dans une tradition historique de la science politique, on voit qu'en France, notamment, sciences politiques et droit ont toujours été associés. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut étudier le fonctionnement des États, en tout cas dans les systèmes dans lesquels on vit maintenant, à travers ces deux disciplines. Et ça, moi, je pense que pour les politologues, pouvoir bénéficier de la richesse du droit, c'est une rigueur, c'est un systématisme, c'est un certain jargon, c'est de la précision, c'est de la technicité. Et pourtant, ça n'enlève rien sur les grands enjeux politiques. Et je trouve que de ce point de vue-là, Liège a une place à part. En tout cas, je le vois bien quand je vais en France, parce que j'ai une plus-value que je peux mobiliser, que je n'aurais pas eu dans les autres universités. Et donc, moi, j'ai toujours été un fervent défenseur d'une science politique rattachée au droit, parce que je pense qu'on a
mutuellement beaucoup à apprendre de nos disciplines, ce qui est le cas, notamment dans les cours qu'on a ensemble avec les juristes et les politologues. Et donc voilà, c'est ce choix aussi qui a été fait à un moment donné de rester à Liège parce que je pensais qu'il y avait une vraie plus-value en communauté française. Vous avez occupé plusieurs fonctions administratives au sein même de notre faculté, notamment comme président du département de sciences politiques et vice-doyen. Comment conciliez-vous ces responsabilités avec votre travail de recherche et d'enseignement ? Alors, j'ai toujours, dans une précédente émission que j'avais eu l'occasion d'enregistrer d'ailleurs ici avec d'autres collègues, j'avais précisé que moi j'ai toujours été, je dirais, interpellé par le pouvoir, et plus précisément par les abus de pouvoir. Je déteste les abus de pouvoir. Et donc, j'ai toujours voulu comprendre l'homme et la femme, notamment dans les institutions. Et il se fait qu'à l'université, on est face à une institution où les enjeux de pouvoir sont omniprésents, depuis l'horaire d'un cours jusqu'au nombre de crédits ECTS, en passant par les fonctions exercées. C'est un véritable laboratoire pour comprendre l'exercice du pouvoir et surtout la manière dont on peut abuser du pouvoir dans une institution. Et ce que mes collègues ne savent pas, c'est que, en fait, c'est un terrain d'étude pour moi, les responsabilités, parce que je peux mieux comprendre l'exercice du pouvoir par des hommes et des femmes. Et c'est pour ça aussi que je me suis investi. D'abord, j'adore mon institution. Je ne quitterai pour rien au monde Liège parce que je trouve que c'est une institution idéale à maints égards. Il y a des aspects négatifs, on ne va pas non plus ne vendre que du rêve, mais j'adore mon institution et aussi et surtout parce que ça me permet de comprendre dans la pratique la manière dont les êtres humains se comportent dans ces institutions. Et donc, exercer des responsabilités, c'est rendre service, et ça, moi, à partir du moment où l'université m'a tant apporté dans mon parcours, j'estime que la moindre des choses, c'est de lui rendre par un engagement, par ses services à la collectivité, comme on les appelle, et donc je lui rends, mais en même temps, j'en profite, entre guillemets, pour mieux comprendre l'être humain et son rapport au pouvoir. Et c'est peut-être ça qui explique en fait pourquoi je me suis tant investi dans mon institution. Et comment vous trouvez le temps de faire toutes ces choses? Parce que je vous connais depuis quelques années et je sais que dans tout ce que vous faites, vous êtes très engagé. On dirait que vous avez toute la journée pour le faire. Donc, c'est une question que je me pose souvent. Comment vous gérez votre temps? Alors moi, j'ai un élément qui est important, c'est que je suis très très matinal. J'ai la possibilité de pouvoir me lever très tôt. Je dors très très bien. Et donc moi, c'est connu de mes collaborateurs et de plein de collègues, j'arrive tous les jours à l'université à 6 heures. Mais ce qui signifie qu'entre 6 heures et 9 heures, j'ai une paix royale. Avant que les collègues arrivent, avant que les réunions ne commencent, avant que les cours ne commencent. Sauf quand je donne cours à 8 heures, vous savez bien que j'aime bien donner cours tôt. Mais donc ça me permet, vous calculez, ça me fait sur une semaine, ça me fait 15 heures de travail où j'ai la paix royale et je peux faire plein de choses. Et ça, c'est mon secret, c'est qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir être matinal et de pouvoir bénéficier de tranches horaires où tous les matins, j'ai au minimum 3 heures dans ma journée où je peux me concentrer et travailler sur mes dossiers et préparer mes cours ou faire mes recherches. Et ça, c'est une chance, parce que d'abord, je dors très bien, et ensuite que mes conditions dans ma vie privée me permettent de pouvoir me lever tôt sans problème et de pouvoir arriver à 6 heures à l'université. La semaine dernière, c'était la foire du livre à Bruxelles. Alors on reviendra un peu plus tard dans cette émission sur votre passion pour le livre. Et vous êtes également administrateur délégué des presses universitaires de Liège, et donc vous avez sûrement été à Bruxelles défendre les couleurs de notre université. Quel est votre rôle au sein de cette institution, donc les presses universitaires, et quelle est votre vision pour le développement de cet éditeur en fait, ici liégeois ? Oui, alors le monde de l'édition ne se porte pas nécessairement bien alors qu'on le voit comme un événement, la foire du livre de Bruxelles, alors que les livres se vendent toujours très bien. Mais on voit bien que sur la place liégeoise, il y a des éditeurs, des petits éditeurs qui survivent, et puis il y a certaines maisons d'édition qui ont fermé. Et donc les presses universitaires, de ce point de vue-là, ont un rôle à jouer en termes à la fois de diffusion de connaissances, mais également un rôle éditorial sur la place liégeoise. Administrateur délégué, ça veut dire en quelque sorte que je suis un peu le patron des presses, patron avec un organe d'administration qui est composé de la rectrice et d'un coordinateur, Didier Morse. Et donc, on est trois dans cet organe à prendre les décisions pour cette petite structure. On est en tout 7 travailleurs, avec des soutiens qui sont apportés de manière sporadique par d'autres personnes. Et donc, ça signifie qu'en fait, on est une institution avec de faibles moyens, mais qui arrive à quand même faire beaucoup de choses, parce que c'est pour les étudiants tous les syllabus, mais à côté de ça, c'est dans le monde de l'édition les manuels, les essais, les revues. On a plus d'une quarantaine de séries, collections qui sont mises en place au niveau des presses, avec des auteurs, notamment liégeois, qui sont très prolifiques. Et donc, c'est une vitrine de l'université. Alors,
pour quelle serait ma vision? Moi, je reste convaincu qu'on doit, sous l'angle culturel, développer une offre culturelle grâce aux presses à Liège, avec l'université et avec les presses. Ça passe par des ouvrages scientifiques, mais ça peut aussi passer par des ouvrages de vulgarisation, ça peut passer par des courts-essais. Je ne vous cache pas qu'on a le projet avec notre rectrice d'envisager une collection bande dessinée mettant à l'honneur des parcours de professeurs, de chercheurs de notre institution autour d'intrigues. Et donc, c'est vraiment pour objectif de pouvoir promouvoir ce qui se fait à Liège. Et il se fait que les presses peuvent jouer un rôle de communication important parce qu'on a un patrimoine exceptionnel. Par exemple, en matière bibliophilique ou en matière d'ouvrages dans nos collections, par exemple avec le pôle muséal. Et donc, il faut pouvoir mettre à l'honneur tout ce patrimoine de notre université, et les presses peuvent y contribuer d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est vraiment ce rôle que moi, j'aimerais bien jouer dans les prochaines années. Sachant il y a tout le monde de l'édition qui est difficile, et ces dernières années, on a pu, grâce à la rectrice et à notre coordinateur, remettre un peu les presses en bonne santé pour pouvoir affronter la difficulté du monde de l'édition. Vous êtes très impliqué dans différentes associations, je peux les citer, Lis-moi qui tu es, Jubilation, Cercle des Amis de la Cité Ardente, Agora, et également dans les associations et les cercles étudiants. Vous êtes même connu par les étudiants pour être proche d'eux. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre rôle associatif dans notre Cité Ardente ? Mais j'ai une vision d'un professeur qui doit. D'abord, on est payé par de l'argent public. Ça, c'est quelque chose qui, moi, mérite d'être rappelé constamment. Et donc, j'estime qu'à partir du moment où on est payé par l'argent des citoyens, la moindre des choses, c'est de pouvoir être disponible pour ces citoyens, d'où mon engagement dans différentes institutions, associations, quel que soit le public. Et donc, ça m'a toujours animé. Et parce que Liège est un terrain, je trouve, d'engagement, d'une manière générale, d'engagement citoyen qui est très prolixe, très, très, très fort. Et donc, j'ai toujours voulu jouer ce rôle. Alors, par rapport aux étudiants, moi, je suis... vous savez, c'est un bonheur de donner cours. Quasi tous les jours, en tout cas toutes les semaines, je me retrouve face au futur. J'ai devant moi ceux qui vont faire le monde de demain. Et je suis un éternel optimiste, et je me dis, waouh, j'ai ici ceux qui vont décider de notre trajectoire future. Et donc, j'ai toujours poussé les étudiants. Moi, je me considère comme enseignant, comme étant celui qui met le pied à l'étrier et puis qui permet à des jeunes de pouvoir monter, s'exprimer, défendre des projets, s'engager, etc. Et j'adore l'expression qui consiste à affirmer que l'élève dépasse le maître, parce que je suis intimement convaincu par cette expression. Et donc, quand je vois des étudiants qui prennent des responsabilités, qui deviennent professeurs, qui s'engagent dans certaines associations, qui défendent des causes, j'ai des étoiles dans les yeux. Et donc ça, c'est quelque chose qui explique pourquoi je suis toujours à l'écoute de nos étudiants et que je les invite à s'engager, comme ici Consulex et d'autres associations, parce que ça montre que notre futur est entre de bonnes mains. Vous êtes également impliqué dans les comités scientifiques. Y a-t-il un sujet en particulier qui vous passionne en ce moment ? Alors oui, il y a un sujet qui me passionne, dans mes recherches en tout cas, c'est la manière dont le pouvoir est en train d'être configuré. Je suis convaincu, c'est un petit essai que je suis en train de terminer et que je souhaite publier prochainement, que l'État, en tant que modèle d'organisation politique, est dépassé. Et donc, on est un peu dans un système où on est en train de voir un essoufflement de l'État, et on voit bien que les crises à répétition, crises entre guillemets, parce que je n'aime pas ce terme, montrent les limites de notre système d'organisation politique. Et j'ai l'impression qu'on est dans un point de basculement où il faut penser à un autre système politique. Alors, on y reviendra peut-être, mais je pense que les collectivités locales ont un rôle majeur, notamment en raison du fait que ça fait quasi 1000 ans que ces institutions existent sur notre territoire, et qu'il faut penser aussi les enjeux de manière globale grâce à des institutions internationales. Ça, c'est vraiment ça qui m'intéresse, parce que penser différemment l'exercice du pouvoir politique, c'est mettre en question des questions majeures, comme la question du territoire, des frontières, du financement des pouvoirs publics. Et ça, j'aimerais bien, moi, dans les prochains mois, réactiver un débat sur ça, en tout cas, à mon petit niveau liégeois, voire en communauté française, pour pouvoir se dire, tiens, quel serait le système idéal de demain dans ce contexte ? Il y a 2 semaines, on a reçu le président du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Vous êtes membre d'un autre conseil au niveau wallon, qui est le Conseil de l'égalité homme-femme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de ce conseil ? Est-ce que vous y faisiez quand vous y allez ? Est-ce que vous y faites plutôt ?
Donc ces deux institutions sont d'ailleurs hébergées au même endroit, au Val-Benoît, ici... Val-Benoît, pas au Val-Benoît, ici... Au Verbois. Au Verbois, excusez-moi, j'avais un trou. Ici à Liège. Et d'ailleurs, les deux sont deux institutions consultatives qui ont été mises en place depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, pour le Conseil économique et social depuis les années 70. Et le Conseil wallon pour l'égalité hommes-femmes vise à se réunir on se réunit une fois par mois et on rend des avis sur toute une série de projets de décrets notamment ou d'actions menées par les pouvoirs publics afin de favoriser l'égalité hommes et femmes. Et donc, c'est un vrai lieu de discussion. Moi, j'apprends beaucoup d'être là-dedans, toujours dans ma stratégie d'investissement, de compréhension, d'essayer de voir comment le pouvoir est exercé, etc. Et ça m'ouvre les yeux sur toutes les questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, et bien au-delà. Et donc, parfois, on a des auditions, parfois, on commande des textes de loi. Là, par exemple, la question se pose de réagir par rapport à la proportion d'hommes et de femmes dans les institutions communales, les collèges et les conseils. Est-ce qu'il faudrait sanctionner les communes qui ne respectent pas ces obligations ? C'est toutes des questions où on est amené à rendre des avis, soit au ministre compétent, soit au Parlement de Wallonie. Et donc, c'est un vrai lieu de cénacle de discussion, de débat, avec un pouvoir consultatif. Bon, c'est pas un grand pouvoir, mais au moins, ça permet de maintenir à l'agenda l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, dont on sait que ce sera encore un enjeu crucial pour les prochaines années, surtout vu la tournure conservatrice que prennent toute une série d'États. Vous êtes chercheur associé à Sciences Po Paris, vous avez été professeur invité dans plusieurs institutions. Est-ce qu'il y a une différence ? Vous avez déjà évoqué au début de l'interview en quoi est-ce que l'Université de Liège se différenciait des autres universités, mais quelles sont les plus grosses différences et les similitudes qu'on peut trouver entre ces différentes institutions ? Alors la similitude que je vois, moi, c'est la proximité entre Sciences Po et le droit. Ça, c'est très clair. Et c'est pour ça que je pense que je me sens aussi bien à Sciences Po Paris qu'à l'Université de Liège. Parce que dans un cénacle, dans un conseil de recherche à Sciences Po Paris, il y a des politologues et des juristes qui dialoguent entre eux. Et il y a vraiment une osmose entre les deux disciplines. Et donc, ça explique aussi pourquoi il y a une continuité dans mon engagement dans ces deux institutions. Alors, je dirais que Sciences Po Paris, ça reste quand même une institution, malgré tout, d'excellence. Moi, je suis impressionné quand même par le niveau de débat, de travail scientifique à Sciences Po. C'est aussi une institution qui s'est fort tournée vers l'international, à tel point que c'est une institution quasi devenue bilingue, voire principalement anglophone. Vous êtes dans les couloirs, vous donnez cours, en fait, parlez plus souvent anglais que français. Et ça, je trouve que c'est une richesse, mais ça ne veut pas dire que le français est minorisé, au contraire. Et donc, en fait, c'est une institution qui favorise très fort le multilinguisme. Et puis, il y a des choses très matérielles, mais pour un chercheur comme moi, c'est une chance inouïe. Sciences Po possède la plus grosse bibliothèque en termes de politologie en Europe. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement d'aller faire des séjours de quelques journées pour simplement aller avoir le temps de consulter des références que je ne trouve pas ici à Liège, qui ne sont pas numérisées et que je peux consulter à Sciences Po. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une richesse scientifique que de pouvoir être reconnu comme chercheur associé pour un Liégeois à Sciences Po Paris. Alors nous allons maintenant aborder les questions liées au droit. Première question, votre parcours et vos enseignements montrent un intérêt marqué pour la frontière entre droit et politique. Peut-on vraiment tracer une ligne claire entre ces deux sphères ou sont-elles inévitablement entremêlées ? Elles sont pour moi véritablement entremêlées. En fait, je trouve que le droit apporte beaucoup à la science politique parce que le droit met des mots précis sur des phénomènes et en même temps, le droit révèle des enjeux de pouvoir constamment. La moindre virgule, la moindre exception, n'importe quel principe révèle des enjeux de pouvoir. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Avec peut-être... Comment est-ce que je vous dirais bien ça ? J'ai pas envie d'être dans une description, j'ai pas envie d'opposer les deux en disant en fait ce sont les politologues qui sont avant les juristes ou les juristes qui sont avant les politologues. Pour moi ce débat il est vain, mais il est dans comment on peut mutuellement se nourrir de nos approches. Et moi, ce que les collègues juristes, certains le savent, moi ils m'ont beaucoup appris dans mon métier, parce qu'il n'y a rien à faire. Je trouve qu'ils m'ont ouvert les yeux sur des phénomènes sociaux et politiques que je ne voyais pas comme politologue. Et parce que la règle de droit organise différentes institutions, différents systèmes sociaux, eh bien, ça m'a permis, moi, de comprendre mieux des enjeux politiques grâce au droit. Et c'est là où je considère que les deux sont intimement liés. Et c'est pour ça que le cours d'histoire politique belge que je donne à la faculté, eh bien, il a une consonance juridique importante. C'est aussi une histoire de nos règles juridiques, en fait, parce que je pense que c'est ce qui permet de comprendre dans quel état on vit et comment on peut ou non dépasser cet état. La judiciarisation croissante des systèmes politiques et sociaux est un sujet central de votre enseignement.
Je pense que j'ai également pu le voir dans un de vos cours, dont Droit des pouvoirs locaux. Ainsi, quels sont selon vous les impacts concrets de cette judiciarisation sur la prise de décision politique ? Je trouve que la judiciarisation, et il y a aussi un phénomène de déjudiciarisation malgré tout, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des modes alternatifs de résolution de conflits qui s'affirment de plus en plus. En fait, ces deux phénomènes témoignent du rôle que le citoyen veut donner au juge. Et donc ça questionne plus fondamentalement la question de la représentation. À certains égards, la judiciarisation offre des exemples qui montrent que le citoyen ne se tourne plus vers ses représentants légitimes, c'est-à-dire ses parlementaires ou ses ministres, ses bourgmestres, ses échevins, mais se tourne vers le juge pour obtenir certaines revendications, qu'elles soient individuelles ou sociales. Et donc en fait, on se rend compte, en lisant des arrêts très concrets, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que analyser des décisions de justice, c'est vivre des arrêts très concrets du citoyen qui, au quotidien, est confronté à plein de problèmes. Eh bien, en analysant ces arrêts, on se rend compte qu'on est en train de changer de système de représentation, ou d'interroger le système de représentation, et ça montre que nos parlements et nos gouvernements ne sont peut-être plus les institutions qui sont à cet égard considérées comme les plus légitimes pour faire avancer certaines causes sociales ou politiques dans la société. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est passionnant quand on analyse la judiciarisation, c'est finalement comment une nouvelle culture du droit est en train de se mettre en place par le citoyen, et notamment la justice climatique. Comment on voit que les collectifs qui vont porter des affaires en justice pour contester la politique de l'État en matière climatique, eh bien, on voit aussi que ce ne sont pas que des citoyens individuellement, mais que ce sont des citoyens collectivement qui s'organisent. Et donc, ça interroge vraiment nos modes de représentation. Et là, comme politologue, moi, j'apprends beaucoup de ces lectures d'arrêts, dans une perspective aussi comparée, parce qu'on se rend compte que ce qu'on vit en Belgique, on le vit dans d'autres États, en contextualisant avec des systèmes juridiques différents. Un de vos domaines de recherche concerne le droit des pouvoirs locaux. Les institutions politiques locales sont souvent perçues comme des niveaux secondaires, comme des niveaux de pouvoir secondaires. Pourtant, elles jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des citoyens. La commune est souvent l'institution à laquelle on va faire face dès notre naissance, d'une certaine manière. Quels sont, d'un point de vue juridique, les plus grands défis auxquels elles font face aujourd'hui ? Alors vous l'avez bien dit, à la commune, pour moi, elle accompagne le citoyen de sa naissance jusqu'à sa mort, puisque le premier acte, ce sera évidemment d'aller déclarer l'enfant né, et le dernier acte, ce sera d'aller déclarer la personne morte. Ce qui montre qu'en fait, elle nous encadre du début à la fin. Mais au-delà de cet enjeu un peu cynique, la commune, elle est au quotidien pour nous. La question de l'aménagement du trottoir, la question de la circulation dans notre quartier, la question du prélèvement de certains impôts, la question scolaire. En fait, la commune peut potentiellement encadrer absolument tous nos aspects de notre vie. Et je pense que les enjeux auxquels vont être confrontées plus tard les communes qui sont majeures, c'est évidemment la question du financement, et on le voit bien notamment avec la réforme qui se profile en raison de la mise en place du gouvernement Arizona. À partir du moment où vous allez exclure toute une série de personnes du chômage, eh bien, ces personnes vont se retrouver au CPS. Or, il y a une obligation pour les communes de combler le déficit des CPS, ce qui signifie qu'en fait, on fait reporter sur les communes le poids financier de l'exclusion des chômeurs. Et je ne suis pas sûr que le financement complémentaire permettra de pallier ce potentiel gouffre financier. Alors que la commune, elle a des enjeux très concrets. Au-delà de ça, c'est la question du changement climatique et notamment de la mobilité. Les communes sont, pour moi, les acteurs de premier plan en matière de mobilité. À partir du moment où vous quittez votre maison, vous êtes constamment confronté à des enjeux de mobilité. Et la commune joue un rôle. Aménagement du trottoir, pistes cyclables, parking, stationnement, intermodalité. Et en fait, c'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas suffisamment conscientisé sur les enjeux de mobilité comme enjeu global pour répondre à différents défis. En termes de climatique, certes, mais aussi en termes de santé publique. Liège, d'ailleurs, se place assez bien dans les villes qui sont les moins polluées, ce qui est étonnant par rapport à notre usage de la voiture, mais aussi en matière de coûts, parce que repenser notre mobilité, c'est peut-être aussi réduire le coût à la fois d'empreinte carbone, mais également le coût financier que représente une voiture. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. Et puis, il y a le développement économique, et on le voit bien ici à Liège, par exemple. La commune peut jouer un rôle de premier plan pour favoriser le développement économique et peut-être mettre fin aussi à cette idée d'achat en ligne qui est quand même un vrai problème, et revenir à un mode de consommation plus local, c'est aussi un enjeu économique majeur. Et ça, une commune, elle peut jouer ce rôle-là. Et donc, en fait, je trouve que les communes ont toujours eu un rôle majeur, et je suis convaincu que c'est une des clés du futur. C'est pour ça que je m'y intéresse tant. Et si demain vous deveniez ministre des pouvoirs locaux, imaginons qu'un président de parti ou une présidente, parce qu'il y en a une quand même dans la masse des hommes, vous appelait pour justement pouvoir exercer cette fonction, quelle serait la modification législative que vous apporteriez au niveau de la région wallonne, puisque c'est une matière qui a été
régionalisé, si je ne dis pas de bêtises? C'est une excellente question. D'abord, je ne pense pas qu'on m'appellera pour être ministre des pouvoirs locaux, donc ça me rassure. Mais Mais pourquoi pas? parce que je ne suis pas sûr que je voudrais exercer des responsabilités. Je préfère mon métier d'enseignant. Alors, qu'est-ce que je proposerais comme mesure? Je n'y ai pas pensé. En tout cas, moi, il faudrait voir comment la concrétiser par des règles juridiques, mais à mon sens, il faut conserver une autonomie majeure laissée aux pouvoirs locaux. Et j'ai l'impression que les mesures qu'on est en train de prendre montrent qu'il y a une volonté de recentraliser, entre guillemets, l'exercice du pouvoir communal au niveau régional. Et je pense que là, on commet une erreur parce que les pouvoirs locaux ont toujours eu une autonomie. Alors, il y a la tutelle, il y a la contrepartie, mais garantir l'autonomie des pouvoirs locaux et surtout, dans un paysage comme celui de la Wallonie, ne surtout pas opposer les territoires urbains et ruraux, mais garantir une forme de relation en osmose entre les deux niveaux, deux types de communes. Et par exemple, sur Liège, la question des relations que Liège entretient avec sa périphérie proche, mais également des territoires plus reculés, comme des communes d'ailleurs du nord de la province de Luxembourg, d'où je viens, eh bien pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est comment s'assurer qu'on peut avoir une cohésion territoriale entre ces différents types de communes, tout en leur garantissant l'autonomie. Ça, ce sera un axe sur lequel je jouerai beaucoup. Et alors après, on peut modaliser. Ça va en termes de mobilité, ça va en termes de développement économique, ça va en termes de charges financières. Et alors là, on peut envisager, une fois qu'on a posé ce principe, une autre manière d'organiser les pouvoirs locaux. La fonction publique est parfois critiquée pour sa rigidité et son formalisme juridique. Alors pensez-vous que le droit administratif belge est un frein ou un levier pour moderniser l'administration publique ? Je pense que c'est un levier, d'abord parce que ça met de l'ordre et ça évite de l'arbitraire, quoi qu'on en dise. Mais il y a des principes basiques en droit administratif qui sont quand même pas anodins. Dans une procédure disciplinaire, le fait d'entendre l'autre partie, c'est fini l'arbitraire. C'est aussi grâce au droit administratif et au juge administratif d'ailleurs, parce qu'il y a plein de principes de droit administratif qui ont été énoncés par des juges administratifs. Et donc, je trouve que ça met de l'ordre. Moi, je suis très soucieux d'une forme d'exigence, d'excellence dans la fonction publique. Et je trouve que, de ce point de vue-là, l'école d'administration publique à Namur pour les hauts fonctionnaires, mais également pour les agents de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les grades légaux au niveau communal, les directeurs généraux, les directeurs financiers. Il y avait toute une procédure, notamment en raison de la nomination, qui imposait de suivre des parcours. Je ne vous cache pas que ça me perturbe de voir qu'on supprime, qu'on grignote ces différents processus d'objectivation de la fonction publique. Et je relève un paradoxe, permettez-moi d'avoir un petit regard un peu plus politisé sur la question. On a des partis qui se sont présentés aux élections avec cette volonté de critiquer soi-disant la politisation de l'administration, et ces partis qui critiquaient la politisation, les premières mesures qu'ils envoient aux citoyens quand ils montent au pouvoir, c'est de supprimer notamment le certificat de management public en région wallonne. Autrement dit, c'est dire on va aller mettre qui on veut dans les hautes fonctions. Fini le processus d'objectivation. Et ça, moi, pour avoir été à un moment donné dans ce collège scientifique de l'école d'administration publique, mais je me dis c'est une perte majeure parce que des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires bien formés, avec une formation garantie tout au long de leur vie et des certificats qui poussent à l'exigence et à l'excellence, c'était une manière d'améliorer l'administration. Et donc ça, de ce point de vue-là, je suis un peu inquiet, parce que la fin de la statutarisation, elle correspond aussi à une certaine étape dans la fin de l'arbitraire, dans l'exercice du pouvoir, et tout ça, on détricote. On verra bien, peut-être que le futur montrera que le gouvernement régional wallon avait raison, mais pour le moment, j'ai des doutes. Donc vous avez évoqué l'importance des pouvoirs locaux qui nous accompagnent de la naissance jusqu'à la mort. Mais paradoxalement, lorsqu'on fait notre bachelier ou notre master en droit à l'Université de Liège, il y a très peu de cours qui enseignent le droit des pouvoirs locaux. À votre avis, pourquoi, alors que c'est si présent dans notre vie quotidienne ? C'est la grande inconnue. Je suis dans de nombreux jurys de recrutement pour engager des directeurs généraux et des directeurs financiers. Eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas je dirais, suffisamment de candidatures pour exercer ces fonctions. Et à Liège, on est une des rares universités à nouveau à avoir réintroduit un cours de droit et politique des collectivités locales ou droit des pouvoirs locaux en droit et en sciences politiques. C'est une tradition longue, par le passé ça existait. Je n'en sais rien. C'est mon grand désarroi. Alors j'essaye du coup de pousser nos jeunes à aimer les pouvoirs locaux et à se tourner vers eux, mais je pense que c'est une vraie bataille. Parce que je peux imaginer qu'ils souffrent d'une image négative. Peut-être que certains se disent qu'on n'est pas assez valorisé dans la fonction quand on travaille pour des pouvoirs locaux, alors que c'est fabuleux de travailler pour sa commune. C'est fabuleux d'être directeur général d'une commune ou d'une grande ville comme Liège. C'est pas rien d'être
le numéro 1 de l'administration d'une grande commune comme Liège. Et pour moi, il y a des enjeux majeurs. Et en plus, en termes juridiques, un directeur général même d'une petite commune, il va toucher au droit administratif, au droit des marchés publics, au droit de la fonction publique locale, au droit économique. C'est passionnant comme métier. J'aurais d'ailleurs voulu être secrétaire communal, c'est l'ancienne dénomination des directeurs généraux. Je trouve que c'est des métiers passionnants. Mais là, on ne vend peut-être pas suffisamment positivement à l'image des institutions locales. Et vous vous battez pour ça au sein de Oui, l'Université de Liège? Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Alors, à côté de tous ces cours, vous dispensez également un cours d'histoire politique belge que tous les étudiants en droit et de sciences politiques à l'Université de Liège ont l'occasion de suivre en première année. Ceux qui se dirigent plutôt vers les études en sciences politiques vous retrouvent ensuite en deuxième année pour un cours sur la construction européenne. Comment est-ce que vous arrivez à construire ce genre de cours? Puisque je suppose que la construction d'un cours d'histoire nécessite par essence le choix de certaines dates, ou en tout cas le choix de certains événements. C'est quasi impossible sur un quadrimestre de voir l'ensemble de tous les événements pertinents. Et donc, quel est finalement le critère qui vous permet de choisir certains éléments clés de l'histoire, tant belge que européenne, pour chacun des cours que vous dispensez? Il n'y a aucun critère. Non, blague à part, il y a des critères. D'abord, il y a un choix qui est, je dirais, philosophique, c'est l'histoire du temps long. Mes étudiants le savent et parfois me le reprochent. Je n'étudie pas la Belgique depuis 1831, je remonte et j'analyse les différents régimes qui se sont succédés, bourguignons, espagnols, hollandais, parce que je pense qu'on comprend mieux certaines de nos institutions à travers ces racines historiques. Idem pour la construction européenne. Alors, comment est-ce que je le construis? D'abord, je le construis par le droit. C'est un État qui s'est construit, un État bourgeois, qui s'est construit avec un rôle joué par le Parlement, par les acteurs sociaux qui ont porté, grâce au système de concertation sociale, des règles de droit. Et en fait, c'est un cours que j'ai conçu comme étant avant tout un cours pour comprendre la construction juridique de notre État, parce que je m'adresse prioritairement à un public de juristes. Et parce que je suis intimement convaincu, comme je l'ai dit avant, de l'interaction entre le droit et la science politique. Ensuite, il y a un choix qui est fait au niveau des dates, en effet. J'ai évacué la dimension histoire économique et sociale, parce que j'ai un collègue qui donne ce cours, notamment pour les politologues, et parce que je me focalise uniquement sur la dimension politique. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que tout est politique, et je l'explique aux étudiants, notamment au premier cours. J'ai une thèse sur ce phénomène-là, et donc j'essaie d'expliquer ce qu'est pour moi l'histoire politique, et sur base de ça, alors j'oriente tout le contenu avec des dates, des législations, des textes juridiques, des phénomènes sociaux qui permettent de comprendre comment est arrivé à l'état que nous connaissons, avec une grande hypothèse que je soutiens, c'est que nous sommes dans un État et dans un système politique qui a toujours été hiérarchisé, et qu'il est difficile de pouvoir sortir d'une hiérarchie, et d'autre part qui a toujours été inégalitaire, d'abord sous l'angle socio-économique et maintenant sous l'angle des rapports de pouvoir. Et c'est cette double hypothèse qui alimente tout le contenu de mon cours, à la fois en histoire politique belge et en histoire de la construction européenne. L'Europe a été construite sur une base juridique forte, notamment avec les traités et la Cour de justice de l'Union européenne. Pensez-vous que le droit européen est devenu un instrument politique à part entière? Oui, clairement. Elle a été construite, moi je rappelle toujours à mes étudiants, cette déclaration Schuman, pour moi, je la relis avec les étudiants, cette solidarité de fait, les étudiants sont bien au courant du concept. Enfin, il faut s'imaginer, on est en 50-51, ça faisait 5 ans qu'on a quitté la guerre, et on a, malgré les divergences, des chefs d'État et de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères qui décident de porter un projet commun, ce qui nous permettra d'avoir la paix pendant maintenant 80 ans, en tout cas jusqu'à présent. Et alors, ils utilisent aussi la force de ce droit pour pouvoir construire cette paix de demain. Moi, je trouve que c'est un exemple quand même assez incroyable. Alors, il y a tous des aspects négatifs, hein, ne nous voilons pas la face. On ne peut pas non plus dire que l'Union européenne fonctionne parfaitement, mais la Cour de justice a été source et a été un moteur de l'intégration européenne, avec parfois des moments plus forts et des moments plus faibles en fonction des époques. Et c'est ce que je montre d'ailleurs à mes étudiants. Et de nouveau, il y a des grands arrêts qui ont fait avancer le droit européen en termes de liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services, grâce aux juges, parce que des citoyens, des entreprises, des associations ont été portés leurs revendications devant les juges. Et c'est là où, de nouveau, je trouve que la Cour de justice est une institution passionnante à analyser, parce qu'elle a fabriqué, elle fabrique toujours le droit européen, sur la base notamment de revendications citoyennes. Alors une dernière question peut-être dans ce panel-là, donc sur le droit et l'histoire politique et même européenne. Les étudiants entendent souvent parler de la Constitution belge dans vos cours, mais elle reste abstraite pour beaucoup. Ça reste finalement un texte de loi qui est évidemment spécifique à plusieurs égards, mais qui reste effectivement très abstrait. Pouvez-vous nous donner un exemple concret où un article de la Constitution a eu un impact direct sur un événement politique récent?
Ah, c'est une bonne question, ça. Politique récent. Je ne sais pas s'il est très récent, mais je vais prendre un exemple très concret. Reprenons dans le cas de l'enseignement. Je vais essayer de lier un peu toutes les matières que j'aime bien. Souvenons-nous, il y a quelques années, quand on a eu ce cours de rien qui a été introduit dans les écoles, appelé d'abord cours de rien, malheur pour ce cours de commencer par être appelé cours de rien, et qui est devenu cours de philosophie et citoyenneté. Et ben, c'est typiquement le processus qui explique qu'en fait, à un moment donné, un pouvoir organisateur ou une école a introduit un recours devant le Conseil d'État qui a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui a abouti à cet arrêt. Eh bien, c'est la mise en œuvre de dispositions de la Constitution qui permettent cela sur les fondements. Puis après, il y a évidemment les règles de droit. Eh bien, voilà comment, très concrètement, la Constitution a rendu possible la contestation d'une mesure qui était dans notre système depuis des années, depuis la Deuxième Guerre scolaire et le pacte scolaire, et qui a interrogé je dirais le caractère orienté du cours de morale, puisque c'est un cours inspiré par la morale laïque, et qui a expliqué pourquoi il fallait offrir aux citoyens un cours qui était un cours de philosophie et citoyenneté, qui n'était pas religieux, mais qui n'était pas non plus inspiré de la morale laïque, et qui pouvait offrir une autre vision plus neutre de la citoyenneté. Et ben ça, c'est la mise en œuvre très concrète dans l'article de la Constitution. Comme nous avons déjà parlé de la judiciarisation, nous allons passer au rôle des juges dans la politique. À votre avis, ne risque-t-on pas de voir une gouvernance par les juges qui affaiblirait le rôle des élus ? Alors, d'abord préciser que, évidemment, quand je parle de rôle politique des juges, je n'ai pas une vision partisane. Je ne suis pas en train de déplorer le gouvernement des juges. Je ne veux pas tomber dans ce travers-là. Non, j'estime qu'en fait, ils traitent de questions politiques qui, en fait, concernent l'ensemble de la société. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, quand j'analyse les décisions. Et donc, oui, il y a une forme de gouvernance des juges, clairement. Mais de nouveau, comme je le dis toujours et de manière très simple, ce ne sont pas les juges qui s'autosaisissent de certaines questions. Ce sont les citoyens qui vont porter des affaires devant les juridictions. Et donc c'est là où moi je trouve que cette gouvernance par les juges, en fait, elle révèle une gouvernance citoyenne plus large qui explique pourquoi des citoyens veulent que certaines questions soient traitées par les juges. Et c'est dans cette perspective-là que je ne vois pas du tout ça négativement. Par contre, ce sur quoi j'attire l'attention, c'est que, de nouveau, dans cette idée que ces décisions ne sont pas neutres, eh bien, on peut lire le système politique, lire les rapports de force à travers ces décisions des juges. Et je trouve que ce sont des cas d'école qui sont vraiment intéressants. Certains juges de la Cour constitutionnelle doivent, pour pouvoir assurer leur mission, pouvoir justifier d'une expérience parlementaire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant qui permet justement d'avoir un échange d'avis plus pertinent, ou au contraire, ça empêche une sorte d'impartialité naturelle de l'exercice de la fonction juridictionnelle? Je trouve que c'est intéressant, pour en avoir déjà discuté, et j'ai invité des juges constitutionnels qui étaient d'anciens parlementaires dans mes cours pour expliquer ça aux étudiants. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que ce sont souvent ceux-là qui sont les plus politisés. Au contraire, ils ont un regard très révérencieux à l'égard de la fonction parlementaire, donc prennent bien conscience de la conséquence que peut avoir une annulation d'une norme juridique, mais en même temps, ils ont l'expérience des rapports de force, du vote d'une loi avec les majorités nécessaires. Et donc, en fait, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'exercice de la justice constitutionnelle en Belgique, d'autant plus dans un système qui est proportionnel, consensuel, où il y a finalement des représentations des différentes tendances idéologiques et politiques au sein de la justice constitutionnelle. Donc moi, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose avec des juges qui ont conscience, ces juges, je dirais plutôt avec leur parcours parlementaire, qui ont conscience des conséquences des arrêts qu'ils délibèrent et puis qu'ils adoptent ensuite. Alors j'étais très surprise d'apprendre cela, car vous êtes passionné de reliure, dorure et restauration. Vous en êtes même diplômé. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans les vieux livres ? C'est l'odeur des vieux livres. Non, mais j'aime bien les odeurs de vieux livres un peu poussiéreux. Non, pour être plus sérieux, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, j'avais l'impression que je ne faisais rien de mes mains. Et donc, j'ai voulu suivre un diplôme où j'avais l'impression outre réfléchir sur certaines questions, de faire quelque chose très pragmatiquement de mes mains. Et je trouve que le livre restera toujours un support qu'on utilisera. C'est Umberto Eco qui a bien expliqué qu'on ne se débarrassera pas des livres aussi facilement. Et il y a des inventions comme la roue. Eh bien, le livre est une de ces inventions qui ne disparaîtra pas. On a tous une bibliothèque chez nous, tous, qu'elle soit petite ou grande. Et donc, moi, je trouve que le livre est un support qui transmet des connaissances, transmet des savoirs, transmet des expériences. Et j'ai voulu très rapidement pouvoir avoir cette capacité à sauver des livres à mon petit niveau quand
j'allais sur les brocantes et que je voyais qu'il y avait des vieux livres qui prenaient les poussières ou qui se détachaient, pour leur redonner une seconde vie, pour qu'ils puissent après passer de main en main. Ça, c'était ma volonté, de pouvoir utiliser mes mains pour transmettre quelque chose. Peut-être parce que, inconsciemment, j'avais l'impression de ne pas être un grand intellectuel et que j'avais l'impression que mon travail n'allait pas changer la face du monde. Et donc, peut-être que je me suis dit, si je ne peux pas changer les idées, je peux au moins transmettre certaines idées qui ont été proposées par d'autres en faisant de la reliure. Et puis, il y a un aspect très, très pragmatique. J'adore travailler le cuir quand je fais de la reliure. C'est une matière très vivante. Travailler la peau qu'on place sur un livre, ça a une odeur, ça a une texture, en fonction de la manière dont vous avez relié votre livre. Si vous ne l'avez pas bien relié, si vous n'avez pas bien serré les cahiers, si vous n'avez pas mis les cahiers suffisamment droits, c'est tout le livre qui se disloque à la fin parce qu'il y a un équilibre du début à la fin. Il y a plus d'une quarantaine d'étapes quand on relit un livre. Et l'étape finale qui consiste à placer ce cuir qui sublime le livre et faire la dorure, elle est le résultat de toutes les autres étapes. Et donc, je ne suis jamais satisfait des livres que je relis parce que je vois tous les petits défauts qui apparaissent, que la plupart ne voient pas. Et ça, travailler le cuir, c'est pour moi un vrai bonheur. Et est-ce que l'Université de Liège, la bibliothèque Grelich, vous a déjà contacté pour restaurer un livre? Non, parce que je ne le fais que pour mon petit plaisir. Et donc voilà, je ne le ferai jamais pour mon université ou à titre professionnel. Ça reste mon petit jardin secret que j'ai dans mon grenier avec mon atelier de reliure où je relis, je ponce, je coupe et je mets du cuir. Si vous deviez conseiller un livre à un étudiant, un livre qui a marqué votre parcours, lequel ce serait et pourquoi? Alors moi, je conseille tout. Il y en a plusieurs, mais il y en a un que je conseille, c'est de lire les œuvres de Balthazar Gracian, qui est ce jésuite espagnol, j'ai un doute maintenant, qui a publié plusieurs ouvrages qui analysent les hommes politiques de son temps. On est au XVI-XVIIe siècle, et c'est un peu le Machiavel espagnol, comme j'aime à dire. Et il y a notamment toutes ces œuvres qui ont été réunies dans un ouvrage qui s'appelle Traité politique, esthétique, éthique. Et j'invite à lire parce que je trouve qu'il a... C'est le livre où je n'ai jamais eu autant de citations que j'ai collectées dans un document, tellement il permet de comprendre la nature humaine et la manière dont cet être humain exerce le pouvoir avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Et donc c'est ce livre que je conseillerais. Alors pour conclure, auriez-vous un conseil à donner aux étudiants qui souhaitent suivre un parcours aussi riche que le vôtre? Je leur dirais d'abord de venir à l'université de Liège pour s'éclater et pour avoir beaucoup de plaisir à travailler avec notamment les juristes et les criminologues et les sciences humaines et sociales et puis d'autres profs. Et surtout, ce que je donnerais comme conseil à tout étudiant, c'est de rêver et de mettre en pratique ce rêve. Et donc avant de commencer ses études ou pendant ses études, je dirais à ces étudiants, posez-vous la question suivante, quel est votre rêve professionnel? Une fois que vous avez mis des mots sur votre rêve, vous faites tout pour y arriver. Et je suis convaincu qu'ils y arriveront. Mais il faut pouvoir se poser la question. Et je trouve qu'on ne pose pas suffisamment cette question. Et moi, je dis à tous mes étudiants, quel est votre rêve professionnel? Et quand je leur en parle, ils me regardent déstabilisés, on ne m'a jamais posé cette question. Oui, mais c'est un problème. On doit permettre aux jeunes de rêver et de se poser cette question. Et puis après, je suis certain qu'ils réaliseront leurs rêves. Les rêves sont faits pour être réalisés, donc faisons-le. Très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup pour l'ensemble des échanges riches auxquels on a pu assister maintenant. En plus d'avoir pu écouter énormément de choses, on a en plus lancé une nouvelle émission puisqu'on n'est plus à 30 minutes, on est à presque 1 heure. Donc vous êtes le premier intervenant que l'on reçoit qui parle autant, ou en tout cas qui a autant de choses intéressantes à nous partager. Merci beaucoup, merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Et alors on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un nouvel intervenant.